Monsieur le maire, merci de ce bel accueil. Monsieur le président, merci de votre présence. Je suis très touchée de retrouver Marie-Louise, avec laquelle pendant des années j'ai partagé les bancs de l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui a retrouvé sa belle ville de Sens. Ça, c'est les effets du non-cumul des mandats. Mais je crois que les habitants de Sens, comment on appelle les habitants de Sens ? C'est donné. C'est donné. Ils sont particulièrement sensibles. Elle le sait, j'aime beaucoup vos terres de Lyon et je venais enfant près de Sens, à Villeroy. Donc j'ai un attachement particulier pour votre territoire. Je voudrais remercier Clarisse Quentin qui est ici représentante de Libre dans le département. Saluer Gilles Pierrement, dont je ne rappellerai pas l'ancien attachement pour l'île de France, mais qui est bien moins fort que son attachement pour Lyon, on le sait. Et puis je voudrais dire à Guillaume et à tous les élus qui sont ici présents et dont je vais faire la connaissance aujourd'hui et ce matin, que je suis vraiment très heureuse de pouvoir prononcer ici dans Lyon un discours sur l'éducation. Parce que je sais qu'avec Guillaume, nous partageons le même amour pour la République et ses valeurs. Et finalement, au cœur de la République, il y a l'école. Il y a l'école et la possibilité de donner à chaque enfant de France sa chance. Je partage avec vous tous, élus, le sentiment que dans chaque enfant, il y a un talent. Et que la responsabilité des élus, de la société, de l'État, c'est de faire découvrir ce talent et de le faire prospérer et d'emmener chaque enfant sur son chemin de réussite. Alors, je voudrais, mesdames et messieurs, dédier ce matin mon discours à Samuel Paty. Samuel Paty était professeur à Confiance-Sainte-Honorine dans mes Yvelines. Et il a été assassiné tragiquement il y aura bientôt un an, parce qu'il a fait son métier tout simplement. Et parce qu'il a voulu faire aimer à ses enfants, à ses élèves, la liberté et la laïcité. Alors, comme tant d'autres enseignants, il avait pour métier et pour passion de transmettre à ses élèves les clés du savoir, mais aussi les respects des droits et des devoirs des citoyens. Alors oui, je veux placer la question de l'éducation au cœur de la future élection présidentielle, car l'école, c'est la fabrique de la France. Au-delà de l'école elle-même, je crois que c'est toute une nation éducative qu'il faut construire. Et j'appelle à la mobilisation de chacun d'entre nous pour que chaque enfant de France puisse avoir sa chance. Vous savez, je me suis engagée pleinement il y a 10 ans pour nos universités, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, pour l'autonomie des universités. Je veux demain être la présidente de la République qui relèvera l'école. L'école, c'est la préoccupation première des familles, mais c'est aussi la condition de notre cohésion, voire de notre survie en tant que nation. L'école doit être un sanctuaire. Je veux d'abord une école du respect. Pour bien enseigner, pour bien apprendre, nous enseignons à nos enfants ont besoin d'abord de se sentir en sécurité dans un cadre tranquille, serein. Oui, notre pays doit protéger l'école de la violence et du désordre, en restaurant partout l'autorité et la discipline, et en réaffirmant partout la laïcité. Dans beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées de France, nous en sommes là, malgré l'engagement de toute la communauté éducative. Cette question de la violence qui s'insinue dans l'école, j'y suis confrontée tous les jours dans ma région. Encore vendredi dernier, à quelques encablures de Lyon, en Seine-et-Marne. Alors je le dis solennellement, aucun enseignant, aucun enfant ne doit se rendre en classe avec la boule au ventre. Trop souvent, le système scolaire paraît affaibli, voire démuni face à ceux qui le désorganisent et l'attaquent. Alors il faudra garantir partout le respect du professeur, protéger partout les élèves. Protéger les élèves contre la violence, c'est les protéger contre le harcèlement scolaire. C'est les protéger contre les phénomènes de bande qui se répandent dans tous les territoires. Et je veux le dire, l'éducation, ce n'est pas seulement l'affaire des enseignants. La discipline, ce n'est pas seulement l'affaire des surveillants.
L'éducation, c'est d'abord l'affaire des parents. Ils joueront un rôle central dans cette école du respect. Parce qu'ils sont souvent démunis face à des phénomènes nouveaux qui menacent nos jeunes. J'ai parlé du harcèlement, mais il faut parler aussi des addictions, il faut parler aussi des réseaux sociaux, il faut parler de la pornographie. Ils doivent être aidés, ils doivent être accompagnés. Et c'est pour ça que je pense que des ateliers d'aide à la parentalité pourraient être organisés au sein des écoles, en lien avec les collectivités territoriales. Là aussi, il ne faut pas avoir peur de faire de l'école un lieu aussi où les parents pourraient être aidés. Mais les parents devront aussi assumer leurs responsabilités, parce que c'est eux les premiers éducateurs des enfants. Je souhaite que l'on réactive un outil qui fonctionne très bien, qui est le Conseil des droits et devoirs des familles. Ces conseils des droits et devoirs des familles, dans les communes, sont présidés par les maires. Je souhaite qu'ils redeviennent obligatoires dans toutes les villes de plus de 15 000 habitants. Avant, c'était 50 000, maintenant, ça n'est plus obligatoire nulle part. Moi, je souhaite qu'ils redeviennent obligatoires dans les villes de plus de 15 000 habitants. Parce que je crois que c'est autour des maires, en lien avec la communauté scolaire, en lien avec tous les acteurs de la politique sociale, que nous pouvons examiner chaque situation et apporter à chaque famille l'aide dont elle aura besoin. Mais c'est aussi un lieu dans lequel on peut décider de sanctions, y compris en lien avec les départements, de sanctionner financièrement des parents qui seraient manifestement défaillants, en allant jusqu'à suspendre leurs allocations familiales. Alors bien sûr, le Conseil des familles prendra en compte chaque situation, et il n'est pas question de traiter de la même manière une mère seule qui pourrait être dépassée par le comportement d'un de ses enfants, ou une famille solide qui, elle, pourrait prendre des mesures éducatives et faire preuve de la nécessaire autorité. Alors, dans notre système scolaire, malgré la mobilisation quotidienne des chefs d'établissement, des professeurs, des surveillants, malgré les conseils de discipline qui fonctionnent, il y a encore des aberrations. Comme la possibilité, plus exactement l'obligation, pour les élèves exclus définitivement d'un établissement, d'être réinscrits dans un autre. C'est une aberration totale, parce qu'un exclu définitif d'un établissement, si on le réinscrit automatiquement dans un autre, il va y semer à nouveau le trouble. C'est ce qu'on appelle les poly-exclus. Et c'est eux qui sont souvent à l'origine des faits les plus graves dans les établissements. Alors il faut absolument mettre fin à ce système. Je souhaite que les élèves qui ont été exclus définitivement d'un établissement, c'est-à-dire les plus perturbateurs, ne puissent plus s'inscrire dans un autre. Pour eux, nous créerons des structures de réinsertion scolaire avec un encadrement renforcé dans chaque département. Vous le savez peut-être, mais c'était une proposition qu'avait faite en son temps Nicolas Sarkozy en 2012, mais la défaite nous a empêchés de la mettre en œuvre. Alors sur le plan judiciaire, il faut aussi une réponse. Il faut une réponse rapide, il faut une réponse proportionnée. Trop d'affaires sont classées sans suite et contribuent à la culture de l'impunité. Pour moi, le respect des professeurs, ça n'est pas négociable. Je souhaite que le garde des Sceaux donne instruction à tous les parquets de France de poursuivre systématiquement tout outrage et toute agression de professeurs. Il faut que des sanctions éducatives soient prononcées le plus rapidement possible pour les élèves et qu'elles soient exécutées aussi le plus rapidement possible. Guillaume est un spécialiste des questions de justice et il sait bien que dans cette spirale de la délinquance des jeunes, il faut des sanctions très rapides, il faut des sanctions éducatives. Et puis je souhaite que des peines planchées soient appliquées s'il y a une agression de professeur, si on s'attaque à un professeur parce qu'il s'agit d'un élève majeur ou d'un parent d'élève, parce que nous avons aussi des agressions de professeurs qui sont faites par les parents d'élèves. Enfin, je n'oublie pas Samuel Paty. Nous devons tout faire pour protéger nos enseignants, mais aussi nos adolescents de la diffusion des textes islamistes. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale est pris au piège du pas de vague, ce qui le conduit à minorer la réalité. C'est dans les quartiers les plus soumis au communautarisme qu'il y a le moins de signalements d'atteinte à la laïcité. Et ça prouve qu'il y a une forme de loi du silence qui s'est installée dans certains territoires et qui doit absolument être levée. Il faut sortir de cette omerta et permettre
à tout enseignant de signaler des faits de radicalisation à une structure dédiée qui serait gérée non pas par l'Éducation nationale, mais par les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Alors oui, une école sanctuaire. Mais pour relever l'école, il faut d'abord mettre l'instruction au cœur. Nous devons cesser de demander à l'école de remédier à tous les maux de notre société. Il faut remettre le savoir au centre de l'école. Et notre priorité absolue, ça doit être la maîtrise des savoirs fondamentaux, en ciblant d'abord les efforts sur la maternelle et l'école primaire. Alors vous connaissez malheureusement les études qui sont rendues publiques, les études internationales. Malgré l'engagement au quotidien de nos enseignants, 1 jeune sur 5 aux journées d'appel à la défense a des difficultés de maîtrise de la lecture. Nous sommes les derniers d'Europe aussi pour les mathématiques. Les derniers. Nous, la France, grande terre de scientifiques, grande terre de mathématiques. Et puis, nous avons de plus en plus de mal à recruter des enseignants. Alors, ça fait quoi? Ça fait une école qui est devenue inégalitaire. Et c'est le contraire de l'école, c'est le contraire de l'éducation nationale, c'est le contraire de la République. L'école la plus inégalitaire d'Europe, avec le meilleur, mais aussi avec le pire. Comment on brise ce cercle vicieux? Je sais que le tableau que je dresse est un peu sombre, mais c'est le tableau de la réalité, et il faut le regarder en face. Comment on brise ce cercle vicieux? Eh bien, il faut d'abord transmettre les fondamentaux. Transmettre les fondamentaux à l'école primaire, ça signifierait consacrer 2 heures de plus au français, 1 heure de plus aux mathématiques par semaine, pour que ces matières représentent respectivement 50% et 25% des enseignants. Parce que lire, écrire, compter, c'est le bagage que nous devons donner à chaque élève. Lire, écrire, compter, pour que nous n'ayons plus 20% d'une classe d'âge qui a des difficultés de maîtrise de la lecture à 18 ans, et pour que nous ne soyons plus les derniers de la classe pour l'enseignement des mathématiques. À la fin de l'école primaire, pour vérifier que ces fondamentaux sont bien acquis, j'instaurerai un examen d'entrée en 6e. Cet examen d'entrée, il est là pour garantir que tous les enfants auront acquis les bases pour réussir leur scolarité. Parce que si on n'a pas les bases en 6e, alors on va décrocher. Et c'est inéluctable. Et personne ne vous rattrapera plus. C'est quand on commence à avoir 5 ou 6 matières différentes, eh bien on n'arrive plus à récupérer les fondamentaux. Alors, un effort d'accompagnement inédit sera mis en œuvre tout au long du CM2 pour les élèves les plus fragiles, pour qu'ils puissent réussir cet examen. Notre objectif, c'est 100% de réussite à l'examen. Mais pour ceux qui n'y arriveraient pas question de les bloquer dans le primaire, ils sont adolescents, ils rentreront au collège. Mais nous mettrons en place des classes de 6e de consolidation. Consolidation pour ces élèves qui auront échoué à l'examen, pour qu'ils se concentrent sur le français et les mathématiques en classe de 6e, avant qu'on leur introduise les autres matières. Parce qu'il faut absolument faire de la prévention du décrochage scolaire notre priorité nationale. Et là encore, moi je serai totalement pragmatique, bien loin de toutes les idéologies. Ce que je veux, c'est une école qui rentre dans une culture du résultat, pas des moyens, du résultat. Je l'ai dit, chaque enfant de France doit avoir sa chance. Alors pour lutter contre ce décrochage scolaire, dès le plus jeune âge, je créerai une réserve éducative nationale. Cette réserve éducative nationale, elle sera composée notamment de professeurs retraités, rémunérés, en cumul emploi-retraite, pour organiser gratuitement l'aide aux devoirs et le soutien scolaire pour les enfants qui en ont le plus besoin et pour les familles qui en ont le plus besoin, ainsi que des stages de remise à niveau pour les élèves volontaires pendant les vacances. Cette réserve pourrait aussi aider au remplacement d'un professeur absent. Pour les adolescents, au collège et au lycée, la lutte contre le décrochage doit se poursuivre. Et là aussi, ça doit être un effort de tous. Je souhaite que les élèves décrocheurs soient signalés par les chefs d'établissement en temps réel dans des fichiers tenus à jour qui seraient confiés aux régions. Aux régions, c'est les régions qui aujourd'hui ont la compétence décrochage scolaire. Mais comment voulez-vous qu'elles l'exercent si elles n'ont pas accès aux élèves décrocheurs? C'est ce que j'ai demandé dans ma région Île-de-France, c'est ce que j'ai obtenu du ministère de l'Éducation nationale. Malheureusement, les fichiers nous sont transmis encore un peu trop tard. 6 mois dans la vie d'un adolescent, c'est extrêmement long.
Donc il faut que ces fichiers soient transmis en temps réel et il faut que les régions qui en seraient destinataires puissent appeler les jeunes et leur proposer en temps réel une solution de raccrochage personnalisée, soit une école de la deuxième chance, soit une réorientation scolaire. C'est ce que nous faisons en Ile-de-France. On est passé de 7% des jeunes raccrochés par l'éducation nationale à 57% des jeunes raccrochés par la région, par le conseil régional, mais on doit aller plus loin, on doit aller jusqu'à 100% d'élèves raccrochés. C'est pour ça qu'il faut se mettre dans un système où vraiment tout le monde se parle, tout le monde partage l'information. Comme on l'a dit sur la prévention de la délinquance des jeunes, il faut parler aux maires, et bien sûr le décrochage, il faudra parler aux conseils régionaux qui sont en charge. Alors pour relever notre école, nous devons mettre le paquet sur les fondamentaux, mais nous devons aussi libérer les initiatives de la communauté éducative et autoriser beaucoup plus largement les innovations pédagogiques. En fait, on a fondé notre idéal d'éducation sur un système uniforme. Mais en réalité, l'uniformité de notre système décourage les meilleures volontés, décourage les initiatives. Et contrairement à cet objectif, il aboutit à creuser les inégalités. C'est ce que j'avais vu au moment de la réforme des universités. On avait une université unique, et pourtant 85 situations universitaires bien différentes, et des inégalités énormes entre les universités. Alors, pour lutter contre les inégalités, moi je donnerais la liberté à tous les directeurs et les chefs d'établissement et aux enseignants qui forment leur équipe. La liberté d'inventer les projets et les solutions adaptés pour la réussite de leurs élèves et en fonction de leur territoire. Parce que ce n'est pas la même chose une école rurale ou une école d'un quartier populaire. Ce n'est pas la même chose une école de centre-ville et une école de banlieue. Les écoles, les collèges, les lycées, les académies ne doivent plus être les derniers échelons d'une chaîne hiérarchique étouffante, mais au contraire des lieux d'initiative et d'émulation. Je donnerai donc plus d'autonomie à tous les établissements scolaires pour leur permettre, sous la responsabilité du chef d'établissement, de définir leur projet de réussite, en lien avec les territoires. Ils auront des budgets à dépenser en toute autonomie pour des innovations pédagogiques. Ils auront la liberté de recruter des intervenants extérieurs. Ils pourront conclure des contrats éducatifs locaux avec les villes, les départements, les régions. Et c'est ainsi que toute la nation participera à la réussite scolaire. Je donnerai la personnalité juridique aux écoles primaires qui auront une taille suffisante. Je conférerai aux directeurs d'école un vrai rôle de chef d'établissement auprès de leur équipe pédagogique. Ils auront ainsi la possibilité d'organiser les enseignements en fonction de la situation particulière de leur école pour atteindre les objectifs fixés pour les enseignements fondamentaux. Dans les quartiers populaires, les territoires ruraux, là où il y a le plus de difficultés scolaires et de recrutement de professeurs, je veux aller plus loin, en créant un nouveau type d'école publique. Un nouveau type d'école publique sous contrat, inspiré des charter schools suédoises ou britanniques. Dans ces écoles, ces collèges, ces lycées publics, il y aura un triple contrat. Un contrat avec l'État pour déterminer un projet éducatif innovant, dans le respect du programme, bien sûr. Un contrat avec les enseignants, qui seront tous volontaires pour venir. Et un contrat avec les élèves et leurs parents, qui devront respecter une charte d'engagement. Le chef d'établissement aura donc une totale liberté de recrutement de ses équipes. Il ne sélectionnera aucun de ses élèves, mais ceux-ci devront respecter leurs engagements, présence, devoir faire, discipline, sous peine de devoir quitter l'établissement. En fait, ces écoles publiques sous contrat conjugueront le meilleur des méthodes pédagogiques du public et le meilleur des méthodes pédagogiques du privé. Évidemment, elles seront totalement gratuites. À la fin du prochain quinquennat, 10% des établissements publics, écoles, collèges, lycées, pourraient ainsi être sous contrat. Je veux aussi plus de reconnaissance pour nos enseignants. Nul ne devient professeur par hasard. On devient professeur par vocation, parce qu'on a en soi l'amour du savoir et l'envie de transmettre. Or, chaque année, la situation actuelle, des centaines de postes d'enseignants dans notre pays restent vacants pour les concours de recrutement dans toutes les matières. Le nombre de candidats diminue, les notes des admis aussi.
Pourquoi en est-on arrivé là? D'abord, à cause du bizutage institutionnel, j'emploie un mot fort, bizutage institutionnel qui consiste à envoyer systématiquement dans les établissements les plus difficiles les enseignants les plus jeunes, parfois bien loin de leur région d'origine. Il faut y mettre fin une fois pour toutes. Dans les quartiers les plus difficiles, nous devons envoyer des professeurs volontaires avec des vraies primes de fidélisation et des vrais bonus de carrière. On y arrivera. En revanche, j'organiserai au niveau régional le recrutement des enseignants certifiés. Comme les professeurs des écoles sont gérés au niveau départemental, c'est donc au niveau régional que se fera principalement la gestion de carrière des enseignants du secondaire. On enseignera dans sa région de cœur. En complément de cette régionalisation, nous organiserons la mobilité géographique des enseignants entre les différentes régions et nous faciliterons leur mobilité professionnelle vers tous les métiers de la fonction publique. On commence enseignant, on n'est pas obligé de passer 40 ans à enseigner, on peut devenir fonctionnaire. Il faudra aussi relever les salaires des enseignants, surtout en début de carrière. Alors c'est possible. C'est possible car l'administration de l'éducation nationale coûte chez nous beaucoup plus cher qu'ailleurs. En réduisant de 10% les coûts de cette lourde administration administrante et en donnant plus d'autonomie aux établissements, on pourra mieux rémunérer les enseignants en valorisant l'ensemble de leur mission éducative. Et je veux aussi permettre aux professeurs des écoles de faire des heures supplémentaires. Ce n'est pas autorisé aujourd'hui. Or, si on veut vraiment que les fondamentaux soient acquis, il faut permettre aux professeurs des écoles de faire des heures supplémentaires pour s'occuper des élèves les plus en difficulté. Pour répondre à cette crise des vocations enseignantes, je veux aussi diversifier le recrutement en créant des contrats de mission éducative de 5 ans. Des contrats de mission éducative de 5 ans qui s'inscrivent de ce qu'on fait, par exemple, au ministère de la Défense. Ils seront destinés à des professionnels qui souhaitent entamer une seconde carrière, mais aussi aux enseignants qui s'engageront dans les écoles publiques sous contrat. Ils mettront fin à un scandale qui est la précarité des enseignants vacataires, qui représente aujourd'hui 10 à 15% des enseignants dans certaines académies. Alors, l'école doit être un chemin de réussite pour chacun. J'ai dit chaque jeune a un talent, et notre devoir c'est de le révéler. Aujourd'hui, alors que les métiers se transforment constamment, l'orientation personnalisée, c'est la clé de la réussite de chacun. Il faut qu'on emmène chaque jeune sur son chemin de réussite. Alors, aujourd'hui, il faut le dire, nous avons construit une école pour les initiés. Moi, je refuse que notre société devienne une société de l'immobilité sociale. Je refuse qu'il y ait ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, où les jeunes peuvent réussir. Alors oui, chaque enfant de France a le droit d'avoir accès aux bonnes informations, aux bons conseils, au bon accompagnement. C'est pour ça que je veux confier la mission d'orientation à des intervenants missionnés par les régions, dans les collèges et les lycées, en prise directe avec les évolutions du tissu économique et des territoires. L'école doit s'ouvrir toujours davantage sur le monde professionnel. Aujourd'hui, on le sait tous, cette ouverture dépend beaucoup trop de la sociologie des parents. On dit, est-ce que vous avez un parent qui peut venir parler de son métier? C'est comme ça que ça se passe. Mais donc, que se passe-t-il dans un quartier populaire? Que se passe-t-il dans un territoire rural si on n'a pas la palette de l'intégralité des métiers? Alors, oui, il faudra engager aussi les entreprises, toutes les entreprises, partout, afin d'offrir aux jeunes de toutes origines sociales beaucoup plus d'opportunités d'échange sur les métiers et beaucoup plus d'opportunités de stage. Parlons un peu de Parcoursup. L'orientation des jeunes, je le dis, elle doit se faire sur des critères transparents et objectifs, pas dans l'opacité d'un algorithme. Alors oui, je m'engage à faire de Parcoursup un vrai outil d'orientation sélective, je n'ai pas peur du mot, d'orientation sélective à l'université, fondée sur le mérite, fondée sur les prérequis, les talents et la motivation de chacun. Pour de nombreux élèves, l'apprentissage et l'alternance sont la clé de la réussite et d'une insertion professionnelle réussie. Depuis des décennies, l'Allemagne et la Suisse nous montrent la voie. Les récents progrès de l'apprentissage, grâce aux régions, grâce au monde professionnel qui s'est beaucoup mobilisé, doivent être confortés. Au-delà des primes liées à la Covid qui ont été versées par l'État aux entreprises, je souhaite
désormais exonérer de toute charge patronale les entreprises de moins de 10 salariés dont le patron accepterait de prendre en charge la formation d'un apprenti. En revanche, vous le savez, les lycées professionnels ont été les grands oubliés de la réforme d'Emmanuel Macron. Je les confierai totalement aux régions pour qu'elles puissent les rapprocher des entreprises de leur territoire et aussi des centres de formation des apprentis. Parce qu'il faut cesser d'opposer lycée professionnel et apprentissage. Donner une chance à chaque enfant de France, c'est enfin lutter contre des phénomènes d'autocensure. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir son bac. Il y a une autocensure des bacheliers qui voudraient suivre des études supérieures, mais qui ne le peuvent pas financièrement. 75% des bacheliers des grandes villes poursuivent leurs études à l'université. 50% des jeunes des territoires ruraux. La vie est très chère dans les villes universitaires et pour certaines familles, y envoyer leurs enfants n'est pas envisageable. Donc on a une fiction d'université gratuite. Mais en réalité, ça n'est pas gratuit d'aller vivre dans une ville universitaire. C'est pourquoi je souhaite développer de manière très volontariste les partenariats entre les universités et les lycées, pour que dans tous les départements, y compris dans les départements ruraux, il soit possible de suivre un cursus universitaire à distance, tout en habitant chez ses parents. Pour donner une chance à chaque enfant de France, je souhaite enfin rétablir des bourses nationales au mérite pour les bacheliers défavorisés qui obtiennent la mention très bien au baccalauréat. Ces bourses ont été supprimées parce qu'on a considéré, l'État a considéré que dès lors qu'on avait la mention très bien, toutes les portes étaient ouvertes. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Là aussi, il y a de l'autocensure. Et il y a des bacheliers mention très bien qui iront en BTS et pas à l'université, qui iront en BTS et pas en classe prépa, qui iront en BTS et pas en médecine, parce que là encore, la vie dans la vie universitaire est trop chère. Donc je veux des bourses nationales au mérite pour les bacheliers défavorisés qui obtiennent la mention très bien au baccalauréat. Ils viennent de plus loin. Ils doivent être cités en exemple par la République. Ils sont la fierté de leur famille, la fierté de leur lycée. Ils doivent être aussi la fierté de leur territoire. Je veux aussi soutenir financièrement tous les Français qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas passé le bac et qui voudraient reprendre leurs études. Car contre les injustices de la vie, je défends partout le droit à une deuxième chance. Une deuxième chance à tous les âges de la vie. Mesdames et messieurs, oui, nous devons ensemble relever notre école. Mais pour construire cette nation éducative, nous avons tous ici la conviction partagée que la France, par sa culture immense, par ses talents scientifiques, technologiques, littéraires, est capable d'offrir à sa jeunesse le meilleur système éducatif du monde. Nous avons ça en nous. Ce qui est en cause, ce n'est pas l'engagement ou le dévouement de nos enseignants, ce n'est pas l'intelligence de notre jeunesse. Ce qui est en compte, c'est un système que nous avons laissé se corseter, se bloquer, un système que nous avons rendu trop uniforme et un système que nous avons laissé soumettre à la montée de l'incivilité et de la violence. La nation éducative a besoin d'autorité, car la transmission du savoir exige le respect. Respect du professeur, respect du savoir, respect du travail. La nation éducative a aussi besoin de liberté, car elle ne peut être construite à coup de directives venues du sommet. Oui, il convient de libérer l'esprit de confiance et de responsabilité, de laisser la place aux initiatives des chefs d'établissement, des enseignants et aussi des territoires. Donnons à tous le pouvoir d'innover. Invitons aussi les parents et les entreprises à participer à cette tâche décisive et magnifique d'éduquer et d'élever la jeunesse, de l'entraîner vers sa réussite et son épanouissement. Ensemble, relevons l'école. C'est ainsi que nous pourrons réconcilier notre jeunesse avec son pays, la France, qui est à la fois sa chance et son avenir. Je vous remercie.